Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission, Ed Wood, American Movie et Living in Oblivion. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous, ici Guy à Saint-Cyr. On jase de film, la formule est bien simple. Je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma, soit 3 coups de cœur, un film détesté ou une déception, et un plaisir coupable. Ce sont les Goods, the Bad and the Ugly, de la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, je reçois le réalisateur, monteur et directeur des Fantastiques Week-ends du Festival Fantasia de Montréal, Rémi Fréchette. Salut Rémi! Salut Guy! Comment vas-tu? Ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Ben, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Au moment où l'épisode, on enregistre avant Fantasia, mais au moment où l'épisode va être diffusé, on est après Fantasia. Alors, je me permets la question, comment ça s'est passé, cette édition virtuelle 2020? Fait que là, il faut que je fasse semblant là, qu'en rétrospect, hey, c'est incroyable, les gens étaient au rendez-vous, hey, des milliers de personnes connectées pour regarder du court-métrage québécois, on n'en revient pas. Des grands films présentés. La masterclass de John Carpenter a changé ma vie, je capote, vraiment. Hey, non, mais pour vrai, c'est toute une réorganisation là, cette année avec le contexte en ligne. C'est comme Fantasia, c'est un festival qui est beaucoup à propos de l'ambiance des salles. Donc, on fait notre possible là, pour avoir un équivalent dans les salles, sur Internet, en fait. Ouais. Là. Fait que, ouais, c'est vraiment particulier là, cette année, mais on espère que tout va bien aller. Fait que oui, les gens auront la réponse déjà si ça va bien. Si nos lives n'ont pas trop été désastreux, là, s'il n'y a pas eu trop d'équivalent Oui, du gala de cinéma québécois. Là. c'est ça, puis que ça marche ou pas, l'année prochaine pour 2021, je vous souhaite quand même un retour en salle, peu importe comment ça se passe, là. Peu importe s'il y a une 4e vague rendue là, on va essayer d'être de retour en salle avec des plexiglas. Exact. Rémi, t'as réalisé la web-série Les Jaunes, Montréal d'Éden, A Night of Sweats, t'as réalisé plusieurs courts-métrages. Ta filmographie, pas ta filmographie, mais ta liste de films dont on va parler aujourd'hui témoigne de cet amour-là du cinéma de Oui! série B, du cinéma fait avec les moyens du bord. Mais avant qu'on rentre dans cette liste-là, je veux savoir, c'est quoi les films qui, toi, t'ont marqué à un jeune âge? C'est quoi les premiers films qui ont éveillé quelque chose en toi? Moi, quand j'étais jeune, j'aimais vraiment les comédies d'horreur. Quand il y avait un peu de fantastique, là, j'ai grandi sur Chair de poule et Fais-moi peur. Puis par après, là, je dirais que Gremlins, Ghostbusters, dès qu'il y avait un peu de fantastique, Beetlejuice, tu sais, les early Tim Burton, là, c'est sûr que ça m'a marqué beaucoup. Ça a été un gros éveil cinématographique. Puis c'est peut-être le premier réalisateur que j'ai associé à une œuvre plutôt qu'à un film. Je pense qu'on entendait le nom de Spielberg quand on était jeune, qui était un personnage comme tel. Mais Tim Burton, pour moi, ça a été celui qui a vraiment été l'élément liant entre plusieurs films. Là, j'ai fait ah oui, OK, Edward Scissorhands, lié avec Sleepy Hollow, lié avec Beetlejuice. Ouais. C'était comme sa filmographie est devenue un tout, un parti pris esthétique. C'est là que j'ai compris, je pense que les réalisateurs avaient une signature, avaient un style. Mm-hmm. Donc, même, je dirais Nightmare Before Christmas, c'est bien classique d'en parler. Je pense que tu l'as même abordé dans un autre épisode. Mais c'est vraiment, tu sais, ça, c'est un film que j'ai vu en loop là, quand j'étais jeune. Fait que dès que c'était un peu edgy pour mon âge, pas trop, là, juste un petit peu. Tu sais, Gremlins, il y a quand même une couple de, tu sais, 2-3 personnages qui meurent dedans. Tu sais, il y a comme, c'est un peu edgy pour des enfants. Ça, j'aimais vraiment ça, là. Quand elle me donnait un petit peu la frousse, là, c'était comme ce qui me passionnait. Puis je pense que c'est, tu sais, j'ai peut-être pas grandi, là, mais c'est encore ça qui m'influence beaucoup aujourd'hui. En 2012, Les Jaunes, là, ça commence à dater comme projet, mais c'était comme vraiment calqué sur le modèle de Gremlins. Tu sais, c'est quelque chose qui m'a suivi longtemps, là, les vieux styles. Fait que, ouais, je dirais ça, là. Comédie d'horreur, Tim Burton, ça a été comme mon éveil cinématographique. Ouais. Puis, c'est vrai ce que tu dis. Puis la signature de Tim Burton,
Je me rappelle, quand j'étais petit, moi, personnellement, je tripais Batman. Ouais. C'est 2 films de Batman. Puis plus tard, quand j'ai vu Pee-wee Herman, son film Pee-wee Big Adventure, je me demandais comment Tim Burton a pu réaliser un film de Pee-wee. Puis quand tu regardes la façon qu'il filme le vélo de Pee-wee, puis la façon qu'il filme la Batmobile, c'est identique. C'est les mêmes plans, les mêmes échelles. Espèce de même volonté de pouvoir fétichiser le véhicule, là, ouais. Les inventeurs aussi avec sa machine à déjeuner, que tu revois un peu dans Edward Scissorhands avec la machine qui crée les mains là, de Edward Scissorhands. Il y a plein de motifs qui reviennent dans ces films. Puis l'utilisation du stop motion aussi dans Pee-wee, la face de Large Marge, je pense qu'il s'appelle le personnage, là, qui se transforme. Ouais, c'est super trippant. C'est vraiment étrange. Tu sais, c'est des films vraiment bizarres qui font que quand t'es jeune, c'est une imagerie très, très marquante qui te suit là, toute ta vie après ça. Complètement. Malheureusement, Tim Burton a beaucoup changé, là, mais en tout cas, ça, c'est une autre il a histoire. comme découvert le CGI au tournant des années 2000, puis il en est jamais revenu. Là, ouais, j'aimerais ça revoir un Tim Burton qui joue, qui mélange réalité, animation, image par image, qui retourne dans ses côtés sombres, dans son côté weird, mais je sais pas, ouais. C'est tellement dommage depuis une quinzaine, presque une vingtaine d'années, la carrière de Tim Burton. Mais restons avec lui, parce que ton premier coup de cœur, justement, c'est Ed Wood de 1994, qui met en vedette Johnny Depp dans le rôle principal de Edward D. Wood. Ça met aussi en vedette Martin Landau, fabuleux en Bela Lugosi. Sarah Jessica Parker, Patricia Arquette, il y a Bill Murray, il a fait appel à des vrais lutteurs pour jouer, à un vrai lutteur. Thor Johnson. C'est ça, pour jouer un lutteur. C'est quand la première fois que tu as vu ce film-là? Je pense que j'étais au secondaire quand j'ai vu ça. Fait que vraiment, quand j'ai commencé à faire des courts-métrages au secondaire, fait que c'est sûr que c'était une période qui était très c'était beaucoup d'influences qui viennent de cette période-là. Je l'ai découvert en VHS, mais j'ai rapidement acheté ma copie DVD puis je l'ai regardé en loop. Puis tu sais, c'est pourquoi je t'ai nommé en fait ce film-là aussi, c'est que c'est comme le premier film que je vais dire instinctivement, si tu me demandes c'est quoi ton film préféré, je vais dire Ed Wood. Film préféré, la notion de film préféré est toujours... c'est toujours étrange parce que c'est pas nécessairement le meilleur film de tous les temps. Là. Je peux te dire que Citizen Kane puis Apocalypse Now, c'est meilleur que Ed Wood, mais Ed Wood me parle tellement ce film-là, puis c'est étrangement, là, parce que c'est un personnage vraiment atypique, mais ce personnage-là, je m'attache tellement à lui, puis c'est le réalisateur super positif qui a peut-être pas les plus gros succès, mais qui continue à faire des films par passion avec sa phrase, sa quote classique où il dit, il se fait dire au téléphone This is the worst movie you ever done. This is the worst movie I ever saw. Puis il répond Well, my next one will be better. Tu sais, c'est le positivisme, c'est pur, là. Fait que j'ai choisi ça pour ça. Puis c'est de le voir en adolescence, c'est sûr que ça a été une influence après pour le reste de mon parcours comme réalisateur. Là. Pour les gens qui ne l'auraient pas vu, ça s'inscrit bien dans la cinématographie de Tim Burton, mais ça détonne du reste de ce qu'il a fait quand même. De quoi ça parle? Qu'est-ce que ça raconte? C'est un biopic sur Edward D. Wood Jr., qui est considéré comme un des pires réalisateurs de tous les temps. Sinon, pendant longtemps, c'était considéré comme le pire réalisateur, mais je pense que les gens ont comme fait la paix avec ça. Là. Ed Wood, en fait, faisait des films dans les années 50 qui auraient dû être faits dans les années 30. Il était comme... un peu en retard là, avec ses films, faisait des films de soucoupe volante, des films de créatures, de monstres, qui auraient dû être des films de Universal dans les années 30. Ouais. Puis il est surtout connu en fait pour faire des mauvais films où il se foutait un peu des détails dans ses films. Pour lui, c'était juste le plaisir de tourner puis d'être avec sa gang puis de c'est ça, là, c'est comme une passion. Puis c'est un personnage ultra coloré, mais même si c'est un mauvais jeu de mots un peu parce que le film est en noir et blanc, là, mais c'est un personnage très, très coloré. Il y avait comme le fétichisme de s'habiller en femme. Il y a eu plusieurs relations amoureuses qui étaient tout le temps des collaboratrices sur ses films. Puis il s'est développé comme un entourage autour de lui qui l'ont suivi dans ses folies. Donc son film le plus connu, c'est Plan 9 from Outer Space, avec des soucoupes volantes accrochées avec des fils à pêche que tu vois les fils.
c'est vraiment le début de la notion So Bad That It's Good. Un film tellement mauvais qu'il en devient bon. C'est comme l'ultime classique de ça, c'est Plan 9 from Outer Space. Ouais. Puis relativement à ça, ce qui est très important aussi dans la vie d'Ed Wood, c'est son amitié avec Bela Lugosi, qui était l'interprète de Dracula dans les années 30, qui, rendu dans les années 50, était complètement oublié. Tout le monde pensait qu'il était mort tellement sa carrière était finie. Il était rendu drug addict. Il n'y avait plus d'argent. Puis là, tu as ce jeune réalisateur-là, fringant, qui le rencontre par hasard, puis ça devient comme la muse d'Ed Wood. Puis Bela Lugosi a fait plusieurs films avec Ed Wood. Puis il y a comme une belle amitié qui s'est développée. Fait que le film, ça raconte ça, puis c'est un biopic assez juste au niveau historique là, avec les événements, mais en même temps qui prend quand même des libertés créatives. Aussi avec Johnny Depp dans le rôle principal, il y a comme tellement bien campé l'innocence du personnage. Puis la plus grande qualité de ce film-là, je trouve, qui est tellement complexe, c'est que Tim Burton ne rit jamais d'Ed Wood. C'est vraiment un hommage à Ed Wood. C'est un hommage à la passion d'Ed Wood. Puis il n'y a pas de sous-entendu où il se moque de lui. Il fait juste montrer que le gars, là, il aimait le cinéma. Puis il est allé au bout de ça pour, c'est ça, là, pour juste vivre sa passion. Puis faire ses films comme il voulait. Ouais. Fait que c'est pas mal ça le film, ouais. Ouais. Puis quand je repense à Ed Wood, il y a une scène qui me revient toujours en tête, c'est sa rencontre qui est jamais arrivée dans la vraie vie, mais sa rencontre imaginaire avec Orson Welles. Ouais. Qui est jouée par Vincent D'Onofrio, mais la voix... La voix a été remplacée, ouais, par un autre comédien. Ouais, c'est ça, par le gars qui faisait la voix de Cortex dans Minus et Cortex. Ah, je me souvenais pas que c'était ça! Ah, c'est drôle, ça. Parenthèse, Cortex dans Minus et Cortex. Cortex, c'est une parodie d'Orson Welles. Ouais. Mais, ouais, puis la voix de Vincent D'Onofrio marchait pas en tout avec Orson Welles, avec le gravitas de sa voix. Oui, c'est ça. Ils ont décidé de le changer. Mais ouais, ça, c'est une excellente scène, justement, qui présente les deux réalisateurs sur le même palier. Au final, t'as si c'est pas le meilleur réalisateur de tous les temps, là, pour certains, versus le pire, mais qui arrive et qui parle des mêmes choses, des mêmes sujets. Puis tu vois que les deux ont les mêmes angoisses. Puis, tu sais, finalement, Ed Wood, c'était juste un passionné. Puis c'est pas grave là, que ses films étaient pas bons. La magie, c'est le fait qu'il aimait ça. Il aimait ça, les films. Il aimait ça, faire des films. Ouais. Qu'est-ce qui te parle en tant que spectateur du cinéma de série B? On a parlé en ouverture. Tu as mentionné Les Chars de poule, Fais-moi peur. Faire du cinéma qui fait beaucoup avec peu. Qu'est-ce qui t'allume autant, toi, en tant que spectateur de ces genres-là? Tu viens quasiment de donner le motto de Kino. Là. Moi, ça fait longtemps que je fais du Kino. Ça fait depuis que j'ai 15 ans. Là. Ça fait vraiment une quinzaine d'années que je suis dans le mouvement, que je fais du court-métrage. J'en fais encore aujourd'hui parce que ça me passionne. Puis c'est justement la créativité en arrière des films de série B qui me passionne. J'aime beaucoup voir les erreurs, mais je reste un bon public. Puis moi, ça me... Il y a comme une interaction avec des films de série B que t'as pas... Tu sais, je suis vraiment bon public, fait qu'un super bon film, là, moi, j'oublie complètement, puis je rentre dans l'histoire, j'adore ça. Les séries B, c'est une autre expérience où là, t'as comme vraiment une interaction. Là, on parlait de Fantasia, le contact avec le public, c'est vraiment ça. Tu peux voir quand tu vois les cordes des soucoupes volantes de Ed Wood, tu sors un peu du film, mais en même temps, t'embarques dans un autre level à propos du film, t'embarques dans le côté de la création autour du film, qui est tout un autre volet. Fait que tu peux comme analyser les films sur deux planètes en même temps. Donc, ça, je dirais que c'est quelque chose qui me passionne. Je pense que c'est important dans une cinéphilie d'avoir les deux morceaux, d'avoir le côté... tu regardes des films de qualité, films d'auteur pour te cultiver, mais d'avoir le côté, on va parler de tantôt des plaisirs coupables, mais d'avoir le côté... c'est ça, le côté playful quand tu choisis tes films que tu écoutes. Donc, ça serait ma réponse. Je ne sais pas si on entend le tonnerre, mais je me sens comme dans un film de Ed Wood, soudainement. Mais, tu parlais de Fantasia, il y a un plaisir dans le cinéma de série B de le regarder en gang versus un film d'auteur que tu peux l'apprécier seul, toi, avec ton propre cerveau. Tu sais, regarder un Citizen Kane, par exemple, là, pour venir à cela, ça s'apprécie seul, toi et l'écran, mais... Exact. Tu sais, puis
Ed Wood, tu l'as dit aussi, il y avait sa gang, il y avait son entourage qui le suivait partout. Ça fait partie du plaisir d'être excentrique dans le visionnage de ce cinéma-là. Est-ce que tu retrouves... j'imagine que c'est ce que tu retrouves chez Fantasia, à Kino probablement aussi. Exact. Tu sais, Fantasia, il y a les deux côtés aussi. Là. Il y a des... Tu sais, je vais pas dire que... Mais tu sais, Fantasia, on a quand même les films de party, là, les films qui passent super tard. Puis, tu sais, j'essaie toujours d'aller voir les deux. Là, quand tu fais une journée, avoir 4 films en... tu fais ton espèce de programme quadruple là, dans une journée. Il faut tout le temps que tu balances tes films. Là. Tu peux pas avoir 2 films d'horreur ultra dark back-à-back. Il faut comme que tu trouves une balance dans ton horaire. Fait que, oui, c'est ça. Le film de minuit est très apprécié quand t'en as déjà vu 3 puis que tu sors du McKibbins avec 3 bières dans le corps. C'est le genre de film qui est là pour entendre le public crier, rire. Ouais, exact. Si on revient à Ed Wood, si tu avais, toi, une scène de ce film-là qui te marque particulièrement, ce serait laquelle? C'est sûr que les scènes de Bela Lugosi sont fortes. Ouais. Martin Landau est tellement... il est incroyable. Il a gagné l'Oscar, il me semble, pour cette année-là. Du meilleur rôle de soutien. Puis... Exactement. Pour un film de Tim Burton, là, qui n'a pas souvent des Oscars là, dans ses films. Là. Puis tu le reconnais, mais en même temps, c'est Bela Lugosi. Il est tellement effacé dans son personnage, dans son rôle. Il l'incarne. C'est hyper touchant, la scène où il va juste cueillir une fleur. Tu sais, il est un vampire, il y a un gros soleil, mais il faut qu'il aille cueillir une fleur. Puis on va mettre ça dans le film quand même, mais tu sens l'amour que Ed Wood a pour cet homme-là, de l'avoir ramené, de l'avoir dans son giron, de l'avoir comme ami même. Exactement. Ouais, fait que tu sais, mais les moments à Bela Lugosi aussi, c'est souvent la plupart, c'est des scènes ultra simples, en caméra fixe sur lui, puis c'est tout à propos de la performance. T'as comme les shots reverse aussi, où tu vois Ed Wood qui le regarde. Puis Ed Wood n'a pas besoin de parler, que tu vois toute l'admiration qu'il y a pour l'homme. C'est vraiment des bonnes performances. Le Johnny Depp est à son meilleur là-dedans. Mais c'est ça, c'est comme ça sort de la filmographie de Tim Burton parce qu'on dirait que c'est une petite coche plus clever que ce qu'il fait d'habitude. Je sais pas si... Peut-être que là, c'est un sacrilège que je dis pour certains, là, mais de prendre de faire un biopic avec autant de niveaux émotionnels, Tim Burton est souvent plus dans le spectacle, dans les grandes couleurs, dans l'esthétique éclatée, bande dessinée. Là, il y a comme vraiment une vraie sensibilité dans ce film-là, puis on dirait qu'il comprend Ed Wood, puis on voit qu'il care pour Ed Wood. Fait que, c'est ça, c'est vraiment ce qui me touche là-dedans. Ouais. Si on reste dans la volonté de faire un film et un film d'horreur, American Movie de Chris Smith, c'est un film de 1999. C'est un documentaire justement sur un gars qui cherche à financer un projet qu'il avait abandonné par le passé. C'est un projet de film d'horreur. Peux-tu me le décrire plus en détail? Qu'est-ce qui se passe dans ce film-là? Ouais, puis là, je sais pas si les gens vont avoir une corrélation, là, parce que tu m'as pitché la question de nommer 5 films à discuter. Oui. Puis c'est la pire chose pour un cinéphile. Là, parce que, tu sais, c'est quoi ton film préféré? Dans quelle catégorie? Quelle année? Tu sais, il y a des listes pour tout. Fait que je me suis donné un thème, là. Fait que vous allez comme, je pense, le catcher au fil des films. Fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choix en plus dans ce thème-là. Mais bon, allons-y. Donc, American Movie... documentaire fascinant, là, c'est l'histoire de Mark Borchardt qui veut faire un film d'horreur qui s'appelle Coven, qui devrait se prononcer Coven. Là, il y a une joke là-dedans dans le film. C'est un redneck, là, disons-le comme ça, qui habite dans un trailer park, tu sais, fin fond des États-Unis, là, vraiment... quelqu'un qui a pas eu la vie facile, mais sa passion, c'est le cinéma, puis il veut faire son film d'horreur avec ses amis, avec son ami Mike, qui a les cellules complètement brûlées par la drogue, qui a de la misère à s'exprimer. Puis c'est ça, dans le fond, c'est toute son épopée vers faire... en fait, j'oublie le titre de son film. En fait, de base, c'était pour faire un long métrage, mais finalement, il se rend compte que le long métrage se fera jamais avec les conditions qu'il y a. Fait qu'il décide pour l'instant de faire son film Coven, qu'il va utiliser pour financer son long. Comme aujourd'hui, les cinéastes vont faire des pilotes de web-séries pour faire des web-séries après. Mark a eu cette idée-là à l'époque. Mais c'est une étude de personnage, mais c'est un vrai documentaire. Là. C'est pas un faux documentaire, mais il y a des bouts, ça a de l'air... Les personnages sont tellement atypiques et denses que c'est vraiment fascinant. Puis
on peut noter que Chris Smith a fait d'autres documentaires récemment, dont le documentaire sur le Fire Festival sur Netflix. Donc, tu sais, il est très bon pour faire des trucs assez sensationnalistes. Mais en même temps, American Movie, tu as vraiment... la thématique va revenir, là, mais le côté émotionnel du protagoniste, qui est un peu un Ed Wood en soi, là, qui n'est pas trop conscient, qui est pas très bon, mais il va se donner à fond pour faire son projet. Ouais. Puis je me demandais, tu l'as-tu vu? Je me demandais si tu l'avais vu. Je l'ai jamais vu, j'en ai entendu parler. Je pense même que c'est toi, dans un épisode de Point de vue, qui en avait parlé. Ouais. Puis je m'étais informé, mais en tout cas, probablement que ça se trouve, j'ai peut-être pas fouillé assez loin, mais je l'ai pas encore vu. Mais c'est un film qui ça fait longtemps que je veux le voir, mais que j'oublie à chaque fois que je veux le voir. Ça s'écoute bien, là. C'est comme léger à écouter, là, dans le sens que c'est vraiment drôle. Là. C'est un film quotable, un peu comme un Big Lebowski. Là. Plus tu le vois, meilleur c'est. Plus tu vas avoir des quotes du film. C'est comme, il y a vraiment des citations là, marquantes dans ce film-là là, qui vont te rester. Fait que, je te le dis, mets ça au top de ta watchlist. C'est un plaisir à regarder. Ben oui, ben oui. Il va falloir que tu m'écrives après pour m'en parler. Ça va être fait, ça va être fait. Je voulais savoir, tu sais, justement, dans ta filmographie, dans les projets que tu as entrepris, c'est beaucoup par le genre de la science-fiction, de l'horreur. On en parle depuis le début, quelque chose qui te touche avec ce genre-là. C'est pas un genre qui est très privilégié au Québec. Je pense que c'est plus dans le Canada anglais qui ont un attachement pour le cinéma d'horreur, qu'on pense à David Cronenberg, mais que, tu sais, je trouve que c'est une terre fertile, le Canada anglais, pour faire du cinéma plus étrange qu'on n'a pas nécessairement ici. C'est quoi les difficultés que toi, tu rencontres en tant que cinéaste? Est-ce que tu as le rêve de faire ton long métrage d'horreur, ton long métrage de science-fiction québécois, ou c'est quelque chose que tu dis, je vais peut-être abandonner ce rêve-là au profit de faire mes courts-métrages? Non. Moi, mon but, c'est vraiment d'aller vers le long. En fait, le court... je dirais pas que c'est en attendant parce que j'ai quand même beaucoup de plaisir à faire du court-métrage. J'ai par contre arrêté de développer des cours sur le long terme. Donc, je continue à faire du court-métrage, mais plus dans des projets à court terme, genre avec des Kino Cabaret, justement, avec Kino qui nous offre des outils, qui nous offre des contacts aussi, des contacts, en fait, pour construire notre équipe technique, pour les comédiens. Fait que ça, c'est super le fun. Puis ça me permet de rester aussi actif dans le milieu des festivals. Tu sais, les cours que je fais avec Kino, c'est des cours qui ne demandent pas nécessairement énormément d'argent et de temps, mais je peux m'amuser, je peux essayer des styles, puis ça se promène un peu dans les festivals. Fait que je peux me promener avec le film, faire des belles rencontres dans les festivals. Mais sur le side, mes vrais projets long terme, c'est du long métrage, même que je dirais des longs métrages, parce que faut tendre beaucoup de lignes à l'eau pour qu'il y en ait une qui morde. Fait que je développe, tu sais, je n'irai pas dans les détails, mais je développe beaucoup de projets sur différents genres, des films plus intenses, bonbons, là, à la, justement, film d'horreur, de festival, bien léger pour le public, style série B. Mais j'essaie aussi d'aller dans un côté un petit peu plus sérieux quand même sur le long terme. Toujours avec une petite touche de cinéma de genre, avec ce qui me passionne là-dessus. Des projets en français, mais aussi j'essaie de développer en anglais parce que c'est un tout autre marché. Là. Les films québécois sont quand même difficiles à distribuer à l'extérieur du Québec. Les exemples de films de genre québécois qui ont marché en anglais, il y en a quelques-uns, mais en français, Les Affamés-ish, Jusqu'au déclin qui a marché sur Netflix. Mais tu sais, il n'y en a tellement pas beaucoup là, du cinéma de genre. Même Yves Simoneau est tombé un peu dans l'oubli, qui a été pourtant un de nos cinéastes importants au niveau du cinéma de genre au Québec. Fait que pour moi, pour l'instant, c'est ça. Là, je suis en développement. Là, je peux pas dire qu'il y a comme une subvention qui arrive ou quelque chose, mais j'essaie de cogner à des portes puis de développer le plus que je peux. Là. Ouais. Si on vient à American Movie, toi, en tant que spectateur par rapport à ce film-là, ou en tant que réalisateur même, est-ce qu'il y a des moments où tu te reconnais dans le désir de ce gars-là tu sais, c'est un peu David contre Goliath, un gars un peu redneck qui décide de faire son film d'horreur, mais je sais pas comment tu as commencé à faire des films de ton côté, mais puis de commencer à en faire de façon professionnelle. Mais est-ce que tu te reconnais des fois dans certaines manières d'agir de ce gars-là? Ben oui, certainement. Puis surtout que lui, en plus,
moi, j'ai eu la chance de grandir dans une époque où il y avait du mini-DV. J'ai eu la chance de grandir avec une famille de la classe moyenne, là, disons-le comme ça. Là. Lui, il a vraiment pas la chance d'avoir de l'argent puis d'avoir... aussi, à l'époque qu'il faisait son film, c'était de la pellicule, fait que c'était une toute autre game. Fait que c'est certain, puis j'ai tellement de compassion pour le pauvre gars, là, il veut tellement le faire, son film. Puis le pire, c'est que Coven, il existe, puis il est sur YouTube, puis c'est pas si pire que ça. C'est c'est maladroit, mais il y a quand même une ambiance, il y a un désir de raconter quelque chose, de parler de ses démons, de l'alcool, puis de sa vie catastrophique à travers son film. Mais oui, c'est sûr. Puis tu vois en plus des bouts du tournage désastreux où il est tout seul derrière sa caméra. Puis ça, je l'ai vu. Tu sais, maintenant, j'ai la chance d'être bien entouré avec des amis qui sont super talentueux. Mais il y a quand même des périodes de ma vie où j'ai tourné des films où j'étais pratiquement tout seul pour les tourner. Puis là, tu demandes à des amis qui connaissent rien en cinéma de faire des rôles techniques qu'ils n'ont jamais fait. Puis là, il faut que tu les éduques un peu sur ça pour être sûr qu'ils font bien la job. Puis là, tu vois Mark Borchardt qui demande à son ami Mike qui a de la misère à faire une phrase complète de prendre le son sur son film. Puis c'est complètement absurde, mais écoute, le gars, il lâche pas, puis ça prend le temps que ça prendra, mais il fait son film, là. Ouais. Ton troisième film, maintenant... On va-tu catcher le thème? On est comme à du monde à la messe. Il faut savoir à la fin de l'épisode c'est quoi la thématique qui lie chacun de tes films. Ouais, c'est ça. Living in Oblivion de un autre réalisateur. que j'ai pas vu encore non plus, mais ça met quand même en vedette Steve Buscemi, monsieur cinéma indépendant dans les années 90. Ça met aussi en vedette Catherine Keener, Dermot Mulroney. Écoute, je vais juste te dire, je ne l'ai pas vu hyper récemment parce que j'avais quand même fait le premier choix. Je voulais essayer d'aller un peu ailleurs. Puis j'avais collé Sing in the Rain. Puis j'avais pas réalisé que j'avais pas écouté l'épisode, vous en avez déjà parlé. Mais tu sais, je restais dans la thématique. Mais là, tu m'as collé tantôt. Puis out of nowhere, on dirait que c'est celui-là qui m'a popé de la tête. Living in Oblivion. Mais oui, grosso modo, là, c'est un réalisateur qui s'en va tourner un film indépendant. Ça, c'est plus, ça raconte peut-être plus mes années de Concordia, là, où on était dans les studios de Concordia avec tous des tripeux de cinéma là, qui essayent tous de faire le mieux qu'ils peuvent. Puis à une époque où tu sais, tout le monde veut faire un film, où tout le monde veut faire son film aussi là, quand tu es à Concordia parce qu'on est tous des réalisateurs, mais il faut que tu prennes des rôles techniques. Puis bref, Living in Oblivion, c'est pas un spoiler, là, mais tu sais, il y a quand même. C'est parce qu'il y a une structure assez particulière. Le film il est comme en 3 actes, mais c'est comme c'est pas le jour de la marmotte. Il faut vraiment le voir. Là. Ça me tente pas de vous donner le twist là-dedans. Mais c'est comme si le tournage resetait à chaque fois. Mais il y a un pépin technique différent à chaque fois. Puis c'est vraiment un tournage de film indépendant où là, tu as Steve Buscemi avec une belle chevelure longue qui essaie de faire son film. Puis que là, tu as son équipe autour. Tu sais, pas beaucoup payés, mais tous des passionnés de cinéma qui veulent juste faire le prochain film indie, le prochain hit. Puis c'est ça. Donc, c'est un film indépendant qui parle des films indépendants. Il y a une grosse mise en abîme là-dedans. Puis ça montre surtout... tu sais, c'est pas un film narratif début, milieu, fin. C'est plus un ramassis d'anecdotes de plateaux que beaucoup ont vécu sur des plateaux de tournage. Puis c'est ça, dans différents stades de la production. Des acteurs qui un peu trop big pour la production dans laquelle ils sont, qui vont trop proposer des affaires aux réalisateurs. Là, il y a un comédien dans une des parties qui insiste là, tout à coup au milieu du tournage. Hey, j'ai pensé à ça, mon personnage a vraiment une patch sur l'œil. Puis là, il commence à s'associer avec Steve Buscemi pour avoir sa patch sur l'œil, mais tu sais, ils ont déjà tourné un gros bout du film sans la patch. Puis là, il est comme, ben là, je peux pas changer ça de ton personnage. Là. Tu sais, c'est tous des petits moments comme ça qu'on a comme vécu à différents niveaux. Là, c'est comme poussé à un extrême absurde, les scènes. Mais ça raconte ça. Le moment, il y a une scène incroyable aussi. Ils font un room tone qui est, pour les gens qui connaissent moins en cinéma, c'est que le preneur de son doit prendre un son d'ambiance de la place pour quand il y a des trous à boucher. Des fois, il y a comme
des répliques qui manquent ou des choses qui manquent dans le film qu'il faut combler avec du son vide. Puis ça, c'est un room tone, c'est le son d'ambiance de la pièce. Donc, c'est vraiment important que tout le monde soit là parce que même la présence des gens sur le plateau fait que le son est différemment écho dans la pièce. Puis même, tu sais, les respirations, c'est comme la densité de la pièce change, l'écho de la pièce change. Donc, ce que ça fait, c'est que c'est toujours un moment awkward, un room tone. Ah, tellement. Les gens prennent un silence total sur le plateau, ne peuvent pas bouger. Il y a tout le temps une ou deux personnes qui ont genre un fou rire parce que c'est awkward comme moment. Fait que, tu sais, il y a un moment du film qui est le room tone de ce film indépendant-là. Fait que c'est comme tous ces morceaux-là collés ensemble qui donnent ce chaos-là de film que Steve Buscemi essaie de contrôler du mieux qu'il peut. Puis pour toi, ça a été quoi dans ta carrière de réalisateur, un moment où tu as pensé à Living in Oblivion sur ton plateau en faisant « Mon Dieu, je suis en train de vivre mon Living in Oblivion ». C'était quoi la pire affaire qui a pu t'arriver sur un plateau? Ben, sans nommer de nom, sans mettre personne à la barre. Non. Ouais, c'est une bonne question. Tu sais, souvent, c'est comme quelque chose qui est vite oublié sur un tournage parce qu'il se passe tellement d'affaires que la merde qui est arrivée, t'en parles en fin de journée, puis après ça, c'est comme, ça devient it's history, là. Tu sais, je dirais que moi, personnellement, j'ai eu une genre de petite remise en question à Concordia parce que je me sentais un peu comme une bébite à faire du cinéma de genre. Mon film de deuxième année, c'était une séance de spiritisme années 50 avec un genre de... Il y avait Yves Jacques qui jouait un genre de Vincent Price. Puis c'était tout tourné en studio. Mais tu sais, c'était un film de spiritisme. Il y avait un twist avec des ovnis à la fin. Il appelle les esprits, mais finalement, c'est une soucoupe volante qui débarque. Fait que tu sais, j'avais fait ça. Puis tout le monde dans la classe faisait plus des drames. Des drames... je dis pas que c'est mauvais. Là. Il y avait des super bons films qui sortaient de notre cohorte. C'est juste que, tu sais... Je me sentais, moi, par bout, comme le vilain petit canard, le mouton noir, plutôt, l'expression. Je me sentais un peu à part là-dessus. Puis j'ai senti beaucoup, beaucoup de soutien, par exemple, de mon groupe. Là, comme quand j'ai décidé de faire ce film-là, le monde a embarqué full-on dans le projet, puis sont venus m'aider à monter les décors, puis tout. Fait que c'était vraiment cool. Mais tu sais, reste que moi, personnellement, par rapport à comme... où je veux m'en aller, est-ce que ma carrière va décoller, est-ce que je vais réussir à vivre de tout ça au Québec? On disait tantôt que c'est vraiment difficile au Québec de faire du cinéma de genre. J'avais aucune preuve que ça allait marcher mon affaire, puis tu sais, à un moment donné, il y a comme un moment où j'ai comme accepté, puis je me suis dit, ça va arriver quand ça va arriver, puis je suis vraiment ce mode-là présentement. Je parlais de des projets de long métrage tantôt. Je suis pas pressé, j'ai hâte, là, j'ai vraiment, vraiment hâte que ça arrive. Mais je ne suis pas pressé que ça arrive. Pour l'instant, je fais des projets sur le site, des courts-métrages. Je travaille beaucoup sur le web, en télé. Tout ça, ça va super bien. Puis à côté, ben là, c'est ça, mon long-métrage, il arrivera, quand ça sera prêt, quand les astres s'aligneront. Mais il y a un petit bout quand même, pendant que j'étais à Concordia, j'étais comme, oh non, faut que je fasse du Xavier Dolan pour que ça marche au Québec. Ouais. Je peux pas, là, je peux pas continuer à faire ça. Il faut que j'écrive des trucs deep, que j'aille chercher dans ma psyché. Puis j'étais comme... Puis même qu'aujourd'hui, je pense que j'ai appris à faire la paix aussi. C'est possible de faire du cinéma de genre, mais de mettre dedans mes émotions. Puis c'est possible de faire du cinéma de genre, pas juste pour faire un série B niaiseux. Il y a possibilité. Parenthèse, là, j'ai réécouté ma web-série Les Jaunes récemment avec ma copine. Ça faisait des années que je ne l'avais pas écouté. Puis c'était comme juste un soir, comme hey, on regarde quelques épisodes. Puis justement, je trouvais tellement que ça avait un peu mal vieilli parce que à cette époque-là, j'étais juste dans on va faire de quoi de le fun. De quoi de le fun, là, puis ça va être le fun. Puis je pensais pas à comme mettre de moi là-dedans, mettre mes trouver la juste balance entre mes émotions puis le côté film de genre. Puis je l'ai peut-être découvert par la suite. Fait que est-ce que j'ai tellement adhéré non, c'est parfait. Écoute, moi, j'adore ça. J'adore cette discussion-là. Ouais, mais c'est ça. Mais les moments Living Oblivion, il y en a tout le temps sur chaque plateau. Mais tu essaies de pas en faire un cas. Surtout quand tu fais du court-métrage au Québec. Le milieu il est super petit. Puis écoute, ça sert à rien d'être fâché après du monde. Au pire, tu ne retravailles pas avec le monde si ça a mal été. Des fois, c'est juste...
le match n'est pas là. Ça se peut que tu travailles avec quelqu'un que tu t'entends pas parce que vous avez juste pas les mêmes sensibilités. Mais oui, là, il y en a tout le temps là, des accrochages, puis une personne sur le plateau qui comprend pas vraiment c'est quoi sa place, puis c'est quoi sa job, qui essaie de prendre un petit step de trop, qui commence à diriger l'acteur à ta place, qui commence à te proposer des idées, mais qui n'ont pas rapport pantoute, qui font que toi, tu te remets en question parce que là, c'est comme l'anecdote de la patch sur l'œil de Steve Buscemi, c'est surtout qu'il essaye d'écouter l'acteur parce que lui, l'acteur est plus big que lui, fait qu'il essaye de se donner une chance de OK, je vais. Tu sais, tu connais tes affaires, fait que je vais essayer de voir si c'est une bonne possibilité, mais comme ça marche pas, là, il n'y a pas de patch sur l'œil, ce personnage-là. J'ai jamais imaginé de même, mais comme ça fait que tu deviens tellement insécure sur un plateau parce que tu essaies d'être gentil avec tout le monde puis de prendre les commentaires des gens. Tu veux pas, surtout sur un kino, il n'y a personne qui est payé, là, tout le monde est là pour te donner du temps, puis c'est juste, tu peux juste leur dire merci, guys, d'être là, de maintenant faire un film parce que, tu sais, c'est pas, c'est comme, il y a du monde que c'est ingrat leur job, là, le grip qui vient m'aider, là, faire 2 jours, là, à lifter de l'équipement, installer des spots, c'est pas son nom, là, qui est au top du poster, là, quand je le passe à Fantasia, là. Mais ce grip-là, une chance qu'il est là, le gars qui fait des lifts, qui m'aide à déplacer du stock, la personne qui fait le craft, qui se fait de la bouffe, qui est même pas sur le plateau des fois, là, c'est comme, c'est des jobs un peu ingrates, puis comme, c'est grâce à eux que ça marche, surtout sur les petites prods, t'as pas de paye sur un kino, là, la paye, c'est justement d'avoir du fun sur le plateau. Fait que, tu sais, si t'as fait une erreur comme grip, tu te mettras pas à engueuler le grip, à dire mange la merde, t'es pourri. Hey, le gars, il peut juste crisser son camp. Là. Il doit rien. Là. C'est tout qui en doit une après ça. Là. Ouais. C'est ça. Ouais. Puis, ben oui, ça. Puis, ben justement, puis j'imagine que ça t'apprend dans l'avenir justement à avoir une dose d'humilité, mais quand tu vois qu'il y a des choses qui se mettent à tomber en morceaux autour de toi, puis que t'es comme, OK, là, je pourrais la sauter, ma coche, mais je veux pas, parce que justement, qu'est-ce que je vais, ça va être quoi l'étiquette qui vont... Ah non, je peux changer le stress. Faut pas que tu aies l'air de perdre le contrôle sur un plateau, puis il faut pas que tu aies l'air de perdre ton cool. Même si tu es payé, même si toute l'équipe est payée, tu vas perdre ton équipe, tu vas perdre le respect de ton équipe. Fait que même sur un projet, là, c'est ça, où que tout le monde est legit technicien, tout le monde punch pour faire une job, là, tu sais. Tu peux pas, là. Si tu as l'air de perdre le contrôle, le monde va perdre leur confiance, puis ils ne te suivront plus après là, dans le projet. Là. Ils vont se rendre au bout du projet, mais quand tu vas faire des calls, ils vont te prendre à moitié au sérieux. Là. Tu vas avoir l'air d'un méchant tata. Là. Fait que, il y a toute cette pression-là là, de rester chill sur un plateau où des fois, là, quand là, tu tournes de nuit, puis là, tu vois le soleil qui se lève, là, t'es comme, oh non, il me manque 6 shots à faire, le soleil se lève, là, il faut que tu trouves des solutions, mais que t'aies l'air que tout va bien, là, il faut pas que l'équipe le sache que ça va bien, là. On va faire une courte pause là-dessus. Au retour, on va être déçus par un film qui aurait pu être une belle lettre d'amour au Handmade Film et au club vidéo avec Be Kind Rewind. Et on part sur la route sinueuse qui mène à Hollywood avec Jay et Silent Bob Strike Back. Oh yeah! J'adore enregistrer On jase de film. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, écrivez-moi sur Facebook, On jase de film, Instagram, @onjasedefilm. Venez me parler, faites-moi vos listes, vos 3 coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour Jaser de film. De retour en jase de film avec mon invité Rémi Fréchette, avec qui en première partie on a discuté des films Ed Wood, American Movie et Living in Oblivion. Et maintenant, on va rentrer dans un film qui avait tellement une belle promo, tellement un beau hype. C'est Be Kind Rewind de Michel Gondry. C'est un film de 2008 qui mettait en vedette Jack Black, Mos Def, Danny Glover, Mia Farrow. C'est le film, si je me souviens bien, que Gondry a fait après Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui avait été un succès, un succès d'estime.
puis un succès auprès des fans qui l'ont découvert. Sauf erreur, je pense que c'est son film qui vient tout de suite. Non, en fait, il a fait The Science of Sleep entre-temps. Entre les deux? Okay. Ouais, entre les deux, en 2006, Eternal Sunshine 2004, Be Kind Rewind 2008. Puis il a peut-être fait d'autres vidéoclips là, entre-temps, là, mais au niveau long-métrage, il y a eu Science of Sleep entre les deux. Ouais, ok. Puis tu sais, moi, Eternal Sunshine, là, je le dis d'emblée, là, c'est un de mes films préférés de tous les temps. Beaucoup grâce à Charlie Kaufman, qui est probablement un des meilleurs scénaristes de tous les temps aussi. J'attends là, son film de Netflix qui arrive. Oui, son film d'horreur. Tellement hâte, là. Puis lui, mais mélangé avec toute la créativité de Gondry. Gondry est tellement intelligent dans sa mise en scène, dans ses effets spéciaux. Il a développé un style vraiment unique là, auquel on fait référence là, aujourd'hui, là, quand c'est toujours la créativité des effets, mais sur le set, ou des effets super simples de post-prod là, qui demandent juste là, un petit degré de plus de réflexion. Puis je pense qu'il avait trouvé là, un mariage parfait entre Charlie Kaufman, Michel Gondry ensemble, ça a comme donné là, vraiment un masterpiece. Là. C'est tellement un beau film, puis un film profond. Oui, puis il faut parler aussi de... En tout cas, si on fait la parenthèse sur Eternals, c'est aussi le film de Jim Carrey où il casse tout sur son passage avec son jeu d'acteur, puis avec Kate Winslet aussi. Autant du côté de la réalisation que de l'auteur, que le scénariste, c'est un mariage parfait. Le jeu entre les deux comédiens est irréprochable. C'est un très grand film. Il a fait Science of Sleep qui a été justement une certaine déception. Puis il est arrivé avec Be Kind Rewind. Comme tous ces autres films après, d'après moi. Là. Exactement. Puis pour vrai, je suis de retour à chaque fois. J'ai tellement envie de revoir un Eternal Sunshine. Je donne une chance. Et puis j'ai pas vu, là, je dis ça, mais j'ai pas vu The Human Nature, qui était sa première collaboration avec Kaufman, qui est comme le seul film que Kaufman a écrit aussi que j'ai pas vu. J'ai jamais eu l'occasion. Là, c'est vraiment pas par manque d'intérêt. Un jour, ça arrivera. Mais tu sais, pour moi... je suis de retour à chaque fois Gondry, là, mais il y a toujours un truc qui manque pour moi. Puis Be Kind Rewind, en 2008, j'étais au cégep, j'étais encore... je faisais des courts-métrages à cette époque-là. J'ai commencé au secondaire, donc au cégep, je faisais activement des courts-métrages. J'avais vu la bande-annonce qui était ce que j'aimais, ce qui était... faire des films avec rien qui était qui était Kino, tu sais, qui était quasiment un long métrage à propos de Kino là. Exactement, mais justement, si je te demande qu'est-ce que la bande-annonce du film nous a annoncé? Après ça, je vais te demander à l'inverse, qu'est-ce que le film raconte, mais qu'est-ce que la bande-annonce nous promettait? Ça promettait comme... Ça promettait une comédie le fun, en fait, là, pour moi, ça avait pas l'air d'un grand film comme Eternal Sunshine, mais ça avait l'air d'un gros trip, là, un gros délire, tu sais, genre de film que tu vas voir à Fantasia, puis tu sors, t'es comme « What the fuck? » Puis c'est comme, ça éclate de tous les bords, puis tu les voyais dans la bande-annonce qui font Ghostbusters avec des guirlandes de Noël. Il était comme... C'était Robocop avec son costume fait à la main. Puis la bande-annonce, c'était tous ces moments-là, un après l'autre. Puis c'était comme, hey, ça va être fou. Puis en plus, dans la promo, Michel Gondry, c'était tellement intelligent parce que il avait fait sa bande-annonce, puis il avait refait sa bande-annonce, mais dans le style de Be Kind Rewind. Il a tout refait lui-même, les scènes, mais dans sa maison, avec des bouts de carton, où lui jouait tous les personnages, avec des effets cheap, son gros accent français. Puis là, il a lancé la mode. En plus, il y avait un concours qui était faire des films Sweded. Ça, c'était comme le mot utilisé. Fait qu'il y avait même un terme autour du film qui avait été inventé. Puis les gens qui faisaient des trailers de films qui mettaient sur YouTube en 2008. Fait que c'était les débuts de YouTube. C'était comme un bout où YouTube était vraiment c'était le début, fait qu'il n'y avait pas beaucoup de stock sur YouTube. Puis là, il lance un concours. Moi, je ne l'ai pas fait, là, malheureusement. Je l'ai pas. Peut-être des regrets après tant d'années, mais je ne l'ai pas fait. Mais j'ai regardé, je pense, tout ce qui s'était fait. Puis on dirait que j'avais la pression. Je pense que c'est peut-être pour ça, vu que j'étais au cégep, je n'étais pas encore très, très bon, là, doué dans mon art. Mais je voyais les affaires que le monde faisait. J'étais comme, c'est malade. Ça va être fou, ce film-là. Puis, tu sais, Be Kind Rewind, c'est pas un mauvais film, mais c'est une très grosse déception dans ma vie. Ça a été, en fait, parce que le film, je sais pas combien de temps il dure, mais je dirais le premier tiers, c'est tout ce qu'on a vu dans la bande-annonce. Fait que tous les films qu'ils font dans la bande-annonce sont là.
Puis après ça, c'est un film qui parle de nostalgie, puis qui est très, très... c'est un petit peu cucu, là. Je l'ai vu, ça fait longtemps. Fait que peut-être que avec le temps, peut-être que je le réécouterai aujourd'hui. Là. Il y a peut-être du monde qui sacre derrière leur écran et qui sont comme « Voyons, c'est tellement bon! » Mais tu sais, moi, c'est vraiment le souvenir que j'en tiens, mais la majorité du film bascule vers un trip nostalgique sur la fin d'une époque. La fin de l'époque des VHS qui me touche quand même beaucoup. Là, je le dis, vu qu'on ne dit pas vidéo, mais j'ai une VHS de tatouée sur le bras. Là. Moi, c'est comme une religion pour moi, cette période-là. J'ai grandi sur les clubs vidéo, sur les VHS. Fait que c'est juste le contexte du film qui se passe dans un club vidéo, mais ça devient comme vraiment cucu, puis il arrête de faire des films comme à moitié du film ou même au tiers. Puis c'est ça. Après ça, on est avec le personnage de Danny Glover, qui est le propriétaire du club vidéo, qui est ultra déprimé parce que là, il y a comme une madame, je me souviens plus trop c'est quoi qu'elle a fait, mais c'est Sigourney Weaver qui a fait, qui débarque, qui veut démolir son club vidéo. Puis là, on tombe dans un truc, vraiment un autre ton. Là. Le film change de ton. Fait que t'es comme sur un hype de comme, yeah, ils font des films, c'est malade. Jack Black, Mos Def, qui trippe à faire des films. Puis là, paf, tu sais, puis ça serait cool, OK, good, on a le côté émotif, c'est important là, d'avoir, j'en parlais, tu sais, c'est le fun d'avoir le côté émotif dans un film, puis d'avoir les deux, mais tu sais, il aurait fallu qu'ils marient les deux ensemble, pas de complètement changer de ton au milieu du film, puis après ça, de faire un genre de drame super lourd, puis un peu comme... Je sais pas, c'est un peu vide, là. C'est un peu vide comme deuxième partie. Non, exact. Puis ça se veut commentaire social à la fin sur les petits commerçants, puis les petits commerces de régions, de villages, de petites villes. Fair enough, là, tu sais. Ce qui est louable, exactement, mais c'est toute la promo du film annonçait tellement pas ça que moi, le gars de, je sais pas, je devais avoir 16 ans quand c'est sorti, 17 ans, qui attendait, là, genre un film qui me parlait, là, vraiment, vraiment sur ce que je faisais, moi, dans la vie. Puis là, j'arrive devant ça, puis je suis comme, deuxième partie, là, j'étais comme, non, je suis capable. Ouais. Mais c'est ça, c'est le temps a passé. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais comme, c'est pas si pire, là, finalement. Là. J'ai peut-être été rough à l'époque, mais tu sais, c'est viscéral, hein, comme cinéphile, quand tu vois un film qui est pas... tu sais, puis peut-être que c'est un moment aussi, j'ai commencé à arrêter de me faire trop d'attentes. Ça a peut-être changé un peu le cours des choses, parce qu'il y a un bout, je me faisais beaucoup d'attentes avec les trailers, puis quand j'étais, tu sais, c'est peut-être un des films qui a changé ça, que par la suite, je voyais plus les bandes annonces de la même façon, puis je me disais, ça va peut-être être bon, peut-être pas. C'est pas là. Je pense que je me reconnais tellement dans ce que tu dis. J'ai eu la même cassure parce que ça n'a pas sorti au cinéma. Là. Ça a sorti au cinéma, mais dans un circuit très limité. Moi, j'étais à Gatineau. Aucune chance que ce soit dans aucun cinéma en Outaouais, ce film-là. Fait que je travaillais dans un club vidéo quand le film est sorti, puis j'étais tellement heureux d'enfin l'avoir, puis c'est ça, quand je l'ai vu, j'ai fait... C'était pas censé être ça, c'était censé être d'autres choses. Ce film-là, c'était censé... Tu sais, j'étais censé avoir le même plaisir à le regarder que quand je faisais des films avec mes amis à 12, 13, 14 ans, parce qu'on était tombés sur la caméra d'un de nos parents, puis on s'est dit, on va faire nos propres films. En fait, je te pose la question aussi, toi, comment tu as commencé à faire des films dans ta vie? Écoute, je sais même pas pourquoi je voulais faire ça quand j'étais jeune, mais tu sais, quand j'étais au primaire, j'écrivais des scénarios, j'avais pas de caméra, j'écrivais des histoires, mais c'était tout le temps sous forme imagée. Tout le temps été quelqu'un de très visuel, fait que j'écrivais c'était vraiment des histoires, c'est ça, là, des histoires visuelles là, que je faisais, mais pas de caméra, fait que je faisais des plans avec mes amis d'un jour, on va faire des films, mes amis du quartier. Je tripais François Pérusse, fait qu'on enregistrait des cassettes, c'était comme le meilleur compromis que j'avais. Là. On avait notre petit magnétophone, j'avais une tente qu'on installait en arrière de chez mes parents, puis on allait dans la tente avec le magnétophone, on était 4-5 dans la tente, puis on enregistrait comme des sketchs comiques qu'on improvisait sur le petit truc à cassette. Puis c'est finalement en secondaire 3, ça a pris vraiment du temps, que par hasard, un membre de ma famille avait une caméra qui était comme « Hey, c'est un bout, tu parles de ça que tu aimerais essayer, je vais te la laisser, puis have fun. » là. Hey, puis la première cassette, c'était une caméra 8 mm, là, pas i8. Oui, super 8, mais ouais.
C'est ça, puis c'était des petites cassettes qui ressemblaient à des cassettes audio. Puis le son marchait pas, ça c'est une autre affaire. C'était une caméra qui était comme reconditionnée, puis le son il était pété. Fait que je filmais juste des images, mais le premier tape, je l'ai rempli en genre une semaine. J'avais une cassette pleine d'affaires, de trucs que j'ai filmés partout. Puis le Noël suivant, je disais à mes parents, tu sais, voulez-vous m'aider à m'avancer les sous pour une caméra, me mettre un peu de mon cadeau, le cadeau de la grand-mère, le cadeau de tout le monde dans la famille. Là, à l'époque, il y avait encore j'avais comme 14-15 ans. Ouais. Puis là, j'ai eu ma première caméra. Puis à ce moment-là, j'ai commencé à faire des films, mais c'est devenu... c'est ma vie, là. Puis c'est encore ça aujourd'hui. Puis si je tourne pas... Là, j'ai pas tourné... je tournais pas pendant 4 mois à cause de la pandémie. Puis je faisais j'ai fait des sketchs dans ma chambre avec un green screen. J'ai fait genre des vidéoclips pendant la pandémie. Je suis pas musicien, j'ai fait des vidéoclips, là, juste pour vous dire. Là. J'ai fait un petit projet d'animation. Tu sais, c'est comme il faut vraiment que je le fasse. C'est une maladie, là, sinon je me sens pas bien puis je me sens pas accompli. C'est le truc qui m'aide à avoir une balance dans la vie. Puis, tu sais, Kino aussi est arrivé vraiment tôt. La caméra est venue de mon parrain, qui a fait bien son travail de parrain. Oui. Le baptême n'est pas important pour moi, mais finalement, le parrain et la marraine ont été très importantes à un niveau. Parce que ma marraine, en fait, a vu quand j'avais 15 ans que Kino Sherbrooke arrivait. Je viens de Sherbrooke, donc Kino Sherbrooke s'était installé. Puis elle m'a payé un abonnement à Kino, ne sachant pas trop ce que c'était. Je me pointe à la soirée, c'est tous des cinéastes amateurs. On est au théâtre Granada à Sherbrooke, qui est un peu comme, je dirais comme le Rialto à Montréal. Là. C'est un vieux théâtre, c'est magnifique, là, le Granada. Là. Les meilleurs shows de musique sont au Granada, super acoustique. Puis on est là avec un écran. Il y a un gros écran qui est tiré, puis c'est des films tournés en mini-DV la semaine d'avant, tout croche, présenté dans ce beau théâtre-là. Puis là, je suis comme, wow! OK, là, je suis à ma place. Là, j'ai un public. Là, je peux tester des affaires. Puis pendant les 4 premières années que j'étais à Kino Sherbrooke, jusqu'à temps que je déménage à Montréal, j'ai fait un film par mois sans skipper un mois. Avant que je quitte, ils m'ont donné une plaque que j'ai encore qui c'était écrit Kino Fidélité. Puis j'ai fait genre 50 courts-métrages en 4 ans. Wow. Puis c'est toutes des affaires un peu gênantes aujourd'hui, mais j'avais un public, ce qui fait que quand je faisais des films, il y avait des gens qui le regardaient, puis j'entendais des réactions. Puis des fois, il n'y avait pas de réaction, puis là, je filais mal. Puis j'étais comme, oh non, le mois prochain, c'est sûr, ça ne se reproduit pas. Check bien ça, tu sais, puis Edward, là, on en parlait tantôt, My Next One Will Be Better. Là. Je voyais le prochain film, là, puis je me disais, tu sais, OK, là, j'ai une nouvelle idée, là, puis fait que finalement, là, moi, mon secondaire, puis mon cégep, je l'ai passé, je passais mes week-ends à tourner des courts-métrages avec mes amis, à monter mes courts-métrages, tu sais, c'était ça, là, mes week-ends, au lieu de, je faisais le party un petit peu, mais tu sais, contrairement à faire tout le temps le party, moi, je faisais mes films, c'était vraiment ça, ma passion. J'ai dépensé, là, j'étais au secondaire, j'ai dépensé 150$ à m'amener sur un masque de Michael Myers, movie quality. Okay. Parce que je voulais faire je tripais sur les films d'horreur, puis là, je voulais faire un fan-film de Halloween. Mais tu sais, le masque, là, il est fait pour un gars qui mesure genre 6 pieds 8. Là. Fait que nous autres, on mettait ça, là, puis à 5 pieds 8, là, t'as l'air, là, le masque a l'air d'un bobblehead. Là. Puis là, on a fait un film pareil avec, parce que si j'ai dépensé 150$ au secondaire, ce qui est un montant absurde d'argent. Oui. Je mettais tout dans mes films, là, puis c'est encore un peu le cas aujourd'hui, en fait. J'ai pas vraiment changé là-dessus. C'est pour ça que je continue Kino, parce que ça me permet d'avoir cette folie-là, puis qui n'est pas selon les règles d'un producteur et de la télé. Je fais encore mes affaires, puis ça m'arrive encore de me planter, là, puis de faire des trucs où je suis comme, ben écoute, c'était correct, on l'a essayé, puis c'est pas grave, tu sais, ça investit un petit peu d'argent, un petit peu de temps, puis écoute, my next one will be better, là, t'essaies de juste travailler pour le mieux. Ouais. Ton plaisir coupable, finalement, c'est Jay and Silent Bob Strike Back de 2000 de Kevin Smith. Je pense que je devine qu'on a à peu près le même âge, sinon à quelques mois d'écart. Tout garçon geek passionné de cinéma qui est né fin 80, début 90, qui a grandi dans les années 2000, va être un fan de Kevin Smith.
Ouais. Euh... Puis J. Bob, en plus, ce qui est fucking weird, c'est que c'est mon premier Kevin Smith. Fait que je comprenais même pas les références avant de tu sais, c'est qui le Brody qui pop, Dante, Randall, qui sont dans un dépanneur. Puis tu sais, c'était... En 2000, Internet était là, mais c'était pas ce qui est aujourd'hui avec Wikipédia et compagnie où j'aurais pu lire des articles. Non, je savais juste pas. Puis pour moi, c'était un film, puis il y avait comme... Ça vivait en soi, ce film-là. Puis c'était genre un road movie avec deux gars qui essayent d'aller arrêter une production de long métrage. Est-ce qu'on a catché le thème, là? Movie about making movie. C'est vraiment ça que j'ai tapé dans Google quand j'ai dit j'avais Ed Wood et une autre affaire. Puis j'ai tapé movie about making movie. J'aurais pu parler de plein d'autres affaires, mais bref, celui-là fitait dans le créneau. Puis J-Bob, ce qui est fou aussi, c'est que j'ai une grosse collection de films chez nous, comme tout passionné de cinéma. Là, j'ai mes Blu-ray Criterion et compagnie. Puis, mais J-Bob Contre-Attaque, c'est le premier DVD que mes parents m'ont offert pour Noël. Wow. Fait que c'est le premier film qui a été dans ma collection ever. J'avais vu ça passer à super écran, ce film-là, quand j'étais jeune, avec aucune idée de c'était quoi. Puis là, après, j'ai commencé à creuser. J'ai fait OK, Kevin Smith, OK, le réalisateur. Tu sais, encore en 2000, je commençais à être plus conscient des réalisateurs. On parlait de Tim Burton tantôt, mais là, je catchais le principe de l'auteur. Puis là, j'ai découvert qu'il y avait Clerks, un de mes amis du secondaire qui est anglophone, puis lui avait peut-être plus de connaissances de un film comme Clerks qui est plus important à voir en français, en anglais, là, je dirais, là, qui est comme plus culte pour le public anglophone. Là, c'est tout sur les dialogues. Fait que j'écoute Clerks avec un anglais approximatif où je comprends semi ce qui se dit. On l'écoute en anglais, là. Je veux vraiment l'écouter. Tu sais que Clerks, j'ai revu 46 fois par la suite. Là, je veux dire, je le connais super bien maintenant. Mais là, j'étais comme, OK. Là, j'ai découvert le lien avec les personnages. J'ai découvert son univers expanded. Puis le J-Bob, qui est, tu sais, au final, là, tu prends du recul, c'est vraiment un plaisir coupable. Là, tu m'as demandé ça, mais c'est pas un bon film, pantoute. Mais avec le recul, c'était vraiment ça. C'était la découverte d'un univers cinématographique puis c'est ça, là, d'un auteur que j'ai fini par beaucoup apprécier, que j'aime beaucoup moins depuis plusieurs années. Ça, c'est un autre sujet. Là. Moi, je trouve qu'il a fait un masterpiece avec Red State que très peu de gens parlent. Très bon. Un incroyable film d'horreur qui clash avec sa filmographie là, qui ne ressemble à rien pantoute. Là, un film d'horreur sérieux qui est super dark, qui est filmé à caméra épaule, qui est pas du tout à propos de les dialogues, même si c'est comme des bonnes scènes de dialogue quand même avec Michael Parks. C'est après, je trouve que Kevin Smith a pris une mauvaise débarque, là, je dirais, où depuis qu'il a commencé à beaucoup fumer de weed, je trouve qu'il s'est peut-être plus laissé aller dans ses folies. Puis tant mieux s'il est heureux, là, parce qu'il a l'air de triper à faire ce qu'il fait. Puis c'est vraiment le fun de faire du Cerebral, on en a parlé, là, faire des tosques, des yoga osers. Tant mieux s'il y a du fun, mais ça marche pas, ces films-là, là, pour moi. Je trouve que c'est vraiment n'importe quoi. Il n'y a aucun souci de filmmaking. Ça a l'air d'être fait par un amateur là, qui est à son premier film. Puis très récemment, j'ai vu Jane Silent Bob Reboot. Ah, quelle déception. Puis je le savais que j'allais être déçu. En plus, mais on dirait qu'il y avait une petite partie de moi qui retombait en adolescence, qui me disait peut-être que genre, les critiques n'ont pas raison, peut-être que je vais retrouver mon bon vieux Jane's Album Strikes Back que j'ai tellement aimé à l'époque. Puis ça a l'air le fait par un étudiant de cégep. C'est mal écrit, c'est juste des clins d'œil à ses fans, à ses amis. C'est zéro clever, ça fait pas partie de l'histoire. C'est juste comme « Remember this? » Vous vous souvenez que j'ai fait ça dans mon... Mais tu sais, les personnages servent à rien dans le film. C'est comme « Ah, sérieux, dude, là, tu sais... » Je sais pas, là, je suis là, comme Gondry. Je suis là, je les ai toutes vues. Je suis là de retour à chaque fois. Mais, ça fait 3 films là, que là, j'ai de la misère. Là. Puis tu vois, celui-là, il passe au cinéma là, pour une durée limitée. Puis je suis même pas allé le voir au cinéma. Je l'ai vu en VOD. Là, je l'ai loué, payé mon 4$. Puis je l'ai loué quand il était à 4$ sur iTunes. Puis, fait que c'est ça. Puis tu sais, un J-Bob Strike Back, tu sens l'amour que Kevin Smith a pour le cinéma hollywoodien. Puis c'est pas n'importe quoi. Il y a quand même Carrie Fisher puis Mark Hamill qui sont dans le film. Il y a Wes Craven, un caméo de Wes Craven. Tu sais, c'est comme... Qui est formidable, qui dirige un autre Scream. Il réalise genre Scream 8.
Ouais, c'est ça, puis qui est avec un singe. Puis que finalement, J-Bob, en plus, qui est tourné la même année que Scream 3, J-Bob se retrouve dans Scream 3 de Wes Craven. Il y a une scène où J-Bob passe. Fait que ça, ce qui est malade, en plus, dans l'univers, là, si t'es un geek de film, t'es comme. C'est pas Kevin Smith qui est dans Scream 3, c'est J-Bob. Ça veut donc dire que l'univers de Scream est relié à l'univers de Kevin Smith et de tous ses autres films. Et à l'univers de Degrassi, donc. À l'univers de Degrassi aussi. Fait que l'univers de tout est comme connecté. Ça, c'est pour un geek de film, c'est malade aussi, là. Fait que, ouais, c'est ça. Puis toutes les jokes sont. Tu sais, puis c'était son film hollywoodien, c'était son film anti-Hollywood, mais fait à Hollywood. Fait qu'il y avait full de moyens pour faire des affaires complètement absurdes qu'il ne peut plus se permettre aujourd'hui parce qu'il fait des films de stoner pas très intelligents, à mon avis. Fait que, tu sais, il y avait quand même, tu sais, c'est des grosses scènes à grand déploiement. Will Ferrell, qui est hilarant, espèce de policier idiot. George Carlin, qui fait un autostoppeur qui veut sucer des graines pour se... Je peux te dire sucer des graines? Je sais pas où il passe ton podcast, mais... C'est indépendant. C'est des graines, mais George Carlin qui suce des graines. Fait que c'est ça. C'est vraiment ça dans le film. Fait que... Puis, tu sais, moi, ça a été là, gros coup de cœur quand j'étais jeune. C'est un film que j'ai pas revisité récemment, mais je pense que c'est un film où la nostalgie qui crée assez pour que j'ai du fun à l'écouter. Peut-être pas un film où que je montrerai à ma blonde en lui disant comme « Check ça, c'est malade! » C'est vraiment... Je suis conscient, là, c'est vraiment plaisir coupable. Là, c'est pas très bon film, mais vraiment beaucoup de plaisir, puis vraiment... un milestone dans mon adolescence puis dans mes débuts de cinéphile. Oui, puis je me souviens, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais on parle justement d'univers relié, d'univers connecté. J-Bob, c'est le View Askew Universe, qui est justement assez Clerks, Chasing Amy, J-Bob Strikes Back, toute cette série de films-là. Qui était supposé de clore avec J-Bob parce que c'est bien dans lui là, que tu as le livre qui se ferme à la fin. C'est le livre View Askew, c'est à la fin des génériques. C'est la main de Alanis Morissette qui joue Dieu dans Dogma qui ferme le livre. Fait que lui, il pensait pas continuer. Puis finalement, il revenait avec Clerks 2 qui est quand même pas mal bon. Là, moi, j'aime bien. Il est très défendable, le Clerks 2. Il y a vraiment des super belles affaires. Mais que finalement, il a continué à expand avec les années. Là, il est en train de faire un sequel à Mallrats. Puis là, il a fait son J-Bob reboot qui est épouvantable. Puis là, finalement, tu sais... OK, tu l'as pas tant fermé ton livre, là. Tu remets la shot en reverse, là, puis fais-la ouvrir le livre, là, au final. Là. Ouais. Mais je voulais savoir, toi, est-ce que, en tant que jeune cinéaste, tu as déjà eu le désir d'avoir un univers interrelié où tes propres personnages puissent revenir d'un univers à l'autre? Oui, puis ça arrive un peu. Mais tu sais, je suis pas très connu. Là, je fais beaucoup de courts-métrages, mais tu sais, on s'entend que c'est pas comme... Personne n'a étudié la filmographie de Rémi Fréchette. Là. Mais il y a des éléments qui reviennent dans mes films. Il y a des props qui reviennent, des posters en background des fois, des comédiens, beaucoup de comédiens. Là, ça, je pense que c'est propre aux réalisateurs. Il y a des gens avec qui tu aimes travailler puis tu aimes ça les mettre dans des castings un peu dangereux. Là, tu veux les changer, les métamorphoser. Puis, tu sais, il y a des trucs que je plug dans pratiquement tous mes courts-métrages, entre autres la Banker's Lamp là, avec le top vert, là, qui est, tu sais, les lampes de banquier dorées avec un top vert. Ça, j'en ai acheté une justement pour mon film de Concordia en 2010. Puis cette lampe-là apparaît dans la majorité de mes courts-métrages, en background, dans les décors. Ça revient dans mes films. J'ai plein de props aussi. J'ai une boîte de props chez nous de plusieurs films. Là, je garde toujours des fois... une props symbolique du film que je mets dans cette boîte-là. Puis ça m'arrive quand je tourne des affaires que là, je vais mettre en background. Par exemple, les jaunes, là, il y a les bébites, là, les cerveaux à tentacules. Quand je fais des films un peu fantastiques, je vais essayer d'en mettre un en background sur une armoire ou sur, je sais pas, dans une bibliothèque. Fait que oui, il y a vraiment ce désir-là. C'est pas maladif là, ou comme Tarantino que là, il y a comme plein de théories de genre les personnages sont tout liés puis tu sais, je m'en vais pas dans cette zone-là pantoute. Là. C'est vraiment plus des petits wink-wink qui pour l'instant, sont plus pour moi puis pour ma gang des tournages. Mon directeur photo, Vincent Allard, avec qui j'ai fait la majorité de mes projets. On a nos petits clins d'œil pour le fun, ces plateaux. Là, c'est plus des pantoufles, là, je dirais. Là, des fois, la façon qu'on tourne un plan, on le sait là, qu'on fait référence à
un ancien film qu'on a fait, un ancien projet, puis on va faire un plan, on va mettre une couleur de telle affaire, mais qui est un peu une référence à quand on avait fait tel projet. Puis, mais c'est vraiment sans prétention. Là. Je veux pas justement pas avoir l'air d'espèce d'intello qui veut crisser ça dans la gorge de son public. Là. Je comprends tout à fait. Ouais. Rémi, malheureusement, là-dessus, on va devoir s'arrêter. C'était le fun. Un jour, peut-être ferons-nous une partie 2 avec un nouveau thème, qui c'est les films de tornades, là, je sais pas, regardons. Déjà, il y en a 2 la même année, dans les années 90, fait que... Ouais. Si les gens veulent suivre tes projets, veulent voir ce que tu as réalisé, où est-ce qu'on peut voir tes films? J'ai un portfolio en ligne à remifréchette.com que vous pouvez aussi accéder avec caméra-ko.com. Là-dessus, c'est mon site, là, mais c'est plus un portfolio en ligne qui va lier à tous mes projets. Donc, vous allez avoir mes courts-métrages, mes web-séries, les films sur lesquels je travaille présentement. J'écris un petit paragraphe sur ce que je travaille. Puis, il y en a aussi on parlait des films de quand j'étais jeune, oui. Mais j'ai fait un petit projet qui a duré 3 années. Qui s'appelait La Voûte de film, que vous pouvez trouver sur Instagram. Puis aussi, c'est lié sur mon site web, La Voûte de film. Puis en fait, ce que c'est que je voulais comme faire un truc avec la centaine de courts-métrages que j'ai fait quand j'étais jeune à travers toutes les années, mais sans avoir à mettre le court-métrage en ligne parce que c'est pas écoutable. Fait que j'ai décidé de prendre des extraits de 15 à 20 secondes de chaque film, hors contexte. Puis j'ai fait des petits clips sur Instagram que j'en sortais un par jour pendant quelques mois. Puis j'ai recommencé, j'ai comme fait 3 saisons, entre guillemets, de ça. Fait que c'est juste là, c'est un truc, moi j'appelle ça c'est un Instagram de toilette là, que tu checks sa bol puis que tu scrolls. C'est des 10-15 secondes. Là, fait que c'est un personnage weird qui pop, qui dit une phrase un peu bizarre. Je sais pas, là, c'est vraiment là, c'est complètement absurde comme affaire. Puis là-dedans, j'ai embarqué des amis du milieu. Fait que finalement, j'ai eu des extraits de Éric Piccoli, de Laurence Côté-Collins, Jules Saunier. J'ai embarqué plein de monde. Éric Falardeau m'en envoyait aussi. Fait que, autre que mes films là-dedans, vous pouvez voir les réalisateurs invités qui m'ont soumis des clips de 15 secondes de leurs films. C'est vraiment pas populaire. Il n'y a pas beaucoup de likes là, sur cette page-là. Fait que c'est très, très obscur encore. Mais si ça peut vous intéresser, là, allez voir ça, likez la page. Peut-être qu'un jour, si des cinéastes me relancent et disent hey, « ça serait cool, j'aimerais ça participer », ben peut-être je vais refaire une autre saison de ça. Là, moi, j'ai épuisé dans mon matériel. J'en ai pris un par film. Puis là, je suis comme un peu au bout. Là. Ouais. Je vais attendre que mes films perdent en qualité pour en faire un autre. Mais voilà, tu peux voir ça. La Voûte de film, puis remifréchette.com. Have fun! Excellent. Sur ce, mon nom est Guillaume Saint-Cyr et avec mon invité Rémi Fréchette, on a jasé de film.